Radio Sport. Bonsoir Paris, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une grande heure de débrief et de vous emmener dans la grande nuit olympique. Les paras à l'honneur, on a vécu une cérémonie exceptionnelle, on y reviendra en images en fin d'émission avec tous les messages qu'on a pu recevoir, ce qu'on a pu découvrir également sur tous les réseaux sociaux. Avec Jules, notre stagiaire de l'été, la grande équipe est là, les experts aussi, la grande équipe, les journalistes bien sûr, à commencer par le boss, Fabrice Arad. Salut à toi Fabrice. Salut tout le monde. Et à tes côtés, ce soir ici en studio, dans le groupe Ibaya Investissement, Ibaya Média, j'ai reconnu le jeune Jérôme qui s'est fait une petite coupe d'automne déjà. Oui, il s'est raté, je crois. Comment ça, c'est raté? T'as pris quoi? J'ai pris la tondeuse, oui, puis... mais c'est pas fini. Mais c'est qu'un début. Pas fini. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. T'as pris celle du jardin dans la tondeuse? Oui, exactement. Fabrice, pour tous les résultats, les premières médailles de l'or et de l'argent déjà pour la délégation française. Un gros plan sur une épreuve avec toi dans un instant et un futur défi bien sûr à venir. T'en avais un à faire. Il concernait le taekwondo. L'as-tu réussi? Ce sera l'une des grandes questions. On salue Étienne Bonamy qui est toujours sur un site le soir avec nous. Pendant les Jeux Olympiques, c'était évidemment au Stade de France qu'on le retrouvait très très souvent. Et puis ce soir, je sais pas ce qu'il a choisi entre la Bokia ou le goalball, peut-être une petite nouveauté. On verra avec Étienne dans quelques instants. Et puis nos experts vont nous rejoindre à partir de 19h10 comme tous les soirs. Nolan, notre nageur préféré, 19 ans à l'Académie Croison, qui va nous parler aujourd'hui de la médaille d'or d'Alex Portal et de Hugo Didier. Alors, Hugo Didier s'est fait, Alex Portal peut-être ce soir. Après 20h, ça sera à 20h09 sa course. Médaille d'argent pour Marie Patouillet. On va y revenir avec Fabrice. On sera avec Christelle tout à l'heure qui va nous rejoindre, Ribot, qui est membre de l'équipe de France, qui était multi-championne, qui s'entraîne avec Marie et avec tous les champions. Andy, bien sûr, à Saint-Quentin, en Yvelines. Et puis, notre Johan Taberlé à nous, notre yo-yo national, lui qui prépare déjà la campagne 2030, lui qui est un alpin, comme on le dit, qui a été champion du monde, et je vous le disais, au pied du podium. Johan Taberlé sera avec nous en duplex du Club France, juste avant 19h30, l'heure à laquelle on retrouvera Jessica pour tout ce qui est santé, sport, santé, comme d'habitude sur Radio Sport. Petit coucou à nos amis également de Sport et Tourisme, avec David Savary, gros plan sur une association où il y a du tourisme et du sport pour les handicapés. C'est intéressant, c'est normal, puisque vous êtes bien sur Radio Sport. Fabrice, c'est les médailles. Ça y est, c'est parti, or argent pour notre grande délégation. À la première Marseillaise. Oh, On rigole pas, on n'est pas comme ça nous, hein, attention. Hein. Ah, c'est pas celle de hier soir. Hein. Non, celle-là, c'est bien celle du médaillé du jour. Ah, c'est la vraie. C'est la vraie. Non. D'accord. D'ailleurs, tu vas voir, après la médaille, ils vont annoncer... Vas-y. Alors, on écoute, mesdames, messieurs. Moi, c'est pas celui du mois d'août, hein. C'est médaillé paralympique avec Hugo Portal, qui est donc la première médaille d'or. Mais c'est alors c'est Hugo Didier, parce que tu fais. Pardon, Hugo Didier. Oui, je fais un raccourci parce qu'en fait, voilà. On va reprendre. C'est la première médaille d'or. On va reprendre dans l'ordre. C'est l'émotion. Mais ce n'est pas la première médaille du jour. Non, parce que ce matin, il faut reprendre le fil du jour. Ce matin, en paracyclisme sur piste, il faut savoir que nous avions deux Françaises, Marie Patouillet et Heidi Gauguin. Heidi Gauguin, c'est pas passé. Mais Marie Patouillet, elle a passé et elle a décroché une médaille de bronze au départ. Médaille de bronze, oui. Mais elle a gagné la médaille d'argent parce qu'à la finale, la deuxième, elle a chuté. Ce qui fait qu'elle a récupéré la médaille d'argent. Oui, elle a chu. Oui, donc ça a été grâce à sa chute de Cox au départ de la finale C4, C5. L'image est terrible, hein, parce que dans ce départ, dans cette compétition, c'est un contre-la-montre, c'est tout en puissance. Elle met tellement de puissance, la Britannique, qu'elle vire. Elle fait pas le premier virage, quoi. Dès que tu montes, tu sais, c'est très très dur sur un vélodrome. Et dès qu'elle est montée, la pauvre, elle a glissé. Puis ensuite, avec les cale-pieds, avec leur handicap, c'est très très compliqué à sortir du vélo. Donc elle était très marquée par sa chute, bien sûr. Par la natation, ce matin, ils sont 4 Français à avoir décroché des tickets pour les finales. Il y avait Emeline Pierre sur 50 mètres nage libre S9, c'est tout à l'heure. Agathe
Poli en 400 mètres nage libre S9, elle a fait 6e en finale. Hugo Didier, on vient de le voir, il a fait médaille d'or sur il est donc champion paralympique du 400 mètres nage libre et avec une course extraordinaire. Hein. Si vous allez revoir les images, vous allez voir, magnifique. Et tout à l'heure, à 20h09, on a Alex Portal sur 100 mètres papillon S13. On rappelle les catégories. On a un champion avec nous. Hein, on a un champion avec nous qui pourra tout expliquer tout à l'heure. Non, mais il l'a rappelé, c'est génial parce que même je crois que le patron du Club France nous le rappellera tout à l'heure, qui sera notre invité. On a bien compris depuis hier, on va faire simple. Hein, tout ce qui est petits chiffres, c'est gros handicap, et tout ce qui est gros chiffres, c'est presque nous. Voilà, ça nous ressemble parfaitement. Quelque chose de très important quand tu as passé la Marseillaise, au-delà que ce soit mon prince, hein, le prince Albert II de Monaco, Albert Grimaldi, le sportif, qui a remis la médaille quand même autour du cou, la première médaille d'or de l'équipe française, de la délégation française, c'est qu'on l'avait noté aux Jeux Olympiques d'il y a 15 jours, quand souvent tu as cette voix qui arrive qui dit « Mesdames, Messieurs, le Président de la République, Mesdames, Messieurs, les athlètes », et pour les hymnes, c'est « Mesdames, Messieurs, si vous le pouvez ». Si vous le pouvez. Vous vous levez si vous le pouvez. Voilà, vous pouvez vous lever, bien sûr, pour respecter les hymnes. C'est important. 2 médailles déjà acquises dans la poche, et une 3e médaille sûre, c'est au tennis de table, c'est le sport que tu as choisi de nous dévoiler ce soir après les frères Lebrun. T'es à fond là-dedans, toi. Ah bah oui. Jérôme Armand. On a de la médaille, hein. Oui, monsieur. On a sur une médaille. Voilà. Il y a plein de choses. Un match vient de se terminer. On vient de battre l'Égypte. L'équipe de France, en double mixte, vient de battre en 3-7 sec, l'Égypte. On écrase les pharaons, tout est possible. Si on écrase les pharaons, bref. Mais, on a une médaille assurée. Pourquoi? Parce qu'on a la paire, hein, l'Amiro Michaud, donc double homme fauteuil, qui ont atteint les demi-finales. Donc c'est un petit peu comme sur les Jeux Olympiques, hein, sur certains sports. Quand tu es en demi-finale, tu es automatiquement comme la boxe. Comme la boxe, c'est automatiquement la médaille de bronze. Alors Fabien Lamiro, hein, donc il a démarré aujourd'hui, mais hier il était un des 5. Tu l'as pas vu, toi? Il a allumé la vasque. Hein. Parce qu'il y avait un amiral, 2 amiraux. Et 2 amiraux. Donc 5 amirals. Et c'est un de ceux qui ont allumé la vasque. Ils ont allumé la vasque à plusieurs, hein, tout autour. Tu l'as vu, c'était magnifique. C'était magnifique. Donc voilà. Donc du coup, double homme en fauteuil, ils ont fait ce qu'il fallait. Génial. Pour atteindre la demi-finale. Donc à minima, une médaille de bronze. Pas mal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça commence bien pour le tennis de table. Oui. On vient de battre l'Égypte, je viens de le dire. On va faire des médailles, hein, j'ai l'impression. On va faire des médailles en tennis de table. Tiens, je voulais vous raconter une petite histoire parce qu'il y a un Français multi-médaillé en tennis de table. Il s'appelle Aymeric Martin. 51 ans. Il a fait 4 Olympiades d'affilée avec autant de médailles. Il a fait Sydney, il a fait Athènes, il a fait Pékin, il a fait Londres. Puis à un moment donné, il a décidé d'arrêter. Un sportif de haut niveau, à un moment donné, il est toujours en déplacement, etc. Il s'est dit, je vais arrêter. Et puis, pendant le Covid, il a vu, il avait pris un peu de surpoids, et puis il s'est dit, ça serait trop bête que mes enfants ne me voient pas en sportif de haut niveau. Donc, il décide au moment du Covid de s'y remettre avec en ligne de mire les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques de Paris, et le voilà, qui revient. Alors, aura-t-il une médaille? Oui, parce que c'était un des meilleurs sur toutes les Olympiades. Hein, je le disais tout à l'heure, 4 Olympiades, autant de médailles. Donc ça veut dire que il revient avec une envie de gagner. Alors il dit, parce que quand tu t'arrêtes, un sportif de haut niveau, quand tu t'arrêtes, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile de revenir. Donc il dit, ça sera encore plus dur. Il se persuade. Il dit, ça sera encore plus dur. Mais bon, il s'est entraîné pour. L'objectif est de décrocher un ultime titre. Hein. Je pense qu'il reviendra pas après pour les prochains dans 4 ans à Los Angeles. Mais donc 24 ans après sa première participation, vous imaginez? C'est magnifique. 24 ans après sa première participation. C'est pour ça que je parle absolument. T'as raison. À la plus grande des compétitions. Mais quand il est revenu, hein, donc là, en revenant après l'arrêt, il a eu des médailles partout. Hein. Championnat d'Europe, championnat du monde. C'est une chance de médaille. La belle histoire de Monsieur Martin après les frères Lebrun, bien sûr. Il y a des belles histoires comme ça. C'est comme Dupont qui avait lancé les Jeux, jusqu'à Marchand, bien sûr, on va se régaler. Là, il s'appelle Hugo Didier. Il vient de lancer magnifiquement ses Jeux. Et à ses côtés, il y a Marie Patouillet. 2 médailles déjà, une 3e assurée. Il faut savoir choisir ses épreuves. Hier, tu nous as présenté les 2 épreuves un peu découvertes de ces Jeux. Le goalball. Le goalball, on n'a pas brillé aujourd'hui. Et la boccia qui ressemble à un cochonnet italien. La boccia, puisque c'est un cochonnet. Hein. Je vous l'avais dit hier. Et Étienne Bonamy, tu sais quoi? Non. Comme il n'a rien compris à ce que tu lui expliquais. Il a été voir. Il m'a dit, tu sais quoi, Paco?
Je pense qu'aujourd'hui, je vais aller vous faire plaisir avec Fabrice. Je vais aller voir à quoi ça ressemble en vrai. Est-ce qu'on peut connecter Monsieur Bonamy ? Oui, Monsieur Bonamy, bonsoir à vous. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Dites-moi, Monsieur Bonamy, vous avez découvert de nouveaux sports ? J'avais découvert un, oui, le goalball. J'avais vu la boccia au Paralympique à Tokyo. D'accord, ça c'est la petite boule, d'accord, avec le cochonnet. Voilà, et le goalball, c'est le gros ballon, et c'était France-Brésil, Christophe, ça ne retarde pas, d'autant que les Brésiliens, c'est les champions paralympiques de Tokyo, donc la meilleure équipe au jeu. Et puis c'était la première fois que la France présentait une équipe masculine, donc c'était jouer, voir ce que ça donnait, et le goalball. Si vous dites France-Brésil, Christophe, on en a suivi ensemble des France-Brésil de football, mon cher ami. ou de volley, ou de basket, et chez les garçons, chez les filles. Non, ça va être l'ambiance, sauf que le goalball, faut se taire. Et les deux arbitres, c'était un homme et une femme, et ne cessent de dire quiet please, et des panneaux vous disent soyez respectueux, faites silence, parce que Jérôme l'expliquait très bien. Le ballon, il est avec des petits grelots dedans, et il faut qu'il y ait le silence. Sauf que cette salle-là, elle était pleine. Franchement, il y avait une belle ambiance. C'est comme le cécifoot, le bruit du grelot, c'est un peu comme le cécifoot ? Alors, oui, mais c'est pas le même ballon, parce que là, c'est, vous voyez, Christophe, tu as dû faire ça jeune, les medicine balls, c'est des ballons, faut vraiment les envoyer pour qu'ils rebondissent, pour que vous fassiez un rebond dans le camp adverse, et ils ne volent pas le ballon, ils s'arrêtent assez vite, donc c'est un suintement un peu qu'on entend, nous on l'entend pas de la tribune, même avec le silence, mais eux l'entendent parce que hier, Jérôme le disait, ça développe aussi lorsque vous êtes non-voyant ou malvoyant, donc là, les trois joueurs de chaque équipe, ils ont un bandeau, ils ont une sorte un tulle de gaz sur les yeux, puis un vrai masque de ski noir, par exemple, voilà, ça vous donne une explication. D'ailleurs, les arbitres régulièrement stoppent le jeu pour aller vérifier si tout est bien, et si le masque n'aurait pas glissé, si l'espèce de protection en tissu n'aurait pas bougé. Voilà, et ça reste assez spectaculaire, parce que il y a les phases, c'est du jeu effectif, c'est demi-temps de 12 minutes, mais lorsqu'il y a un but, le public le voit. Donc il y a eu vraiment une ambiance, et j'ai découvert ça. Là, je suis passé voir la boccia après, j'y vais ce soir pour une autre catégorie de boccia. Là, franchement, il y a un côté sympathique. C'est dans une des arénas où il y avait le tennis de table, et j'ai vu, je voyais Papillas passe découverte, demander aux volontaires qui faisaient entrer des gens dans le passe découverte. Ils m'ont dit, voilà, il y a des billets, vous pouvez acheter. Et comme tout ceci se passe dans la porte dans le parc des expositions de la porte de Versailles, il y a du goalball, il y a de la boccia, il y a du tétable, enfin il y a 3-4 disciplines, donc les gens payent pour aller voir un petit peu à la carte. Donc du coup, elle était remplie cette salle-là, il y avait une bonne ambiance, et à chaque but, évidemment, on chante, on tape des pieds, c'était très, très impressionnant pour les joueurs déjà, on les a vus longtemps saluer la foule, se lever pour être contents des encouragements, faire signe à la foule, même si ils sont non-voyants, mais ils entendent des bruits, ils se levaient. Il y avait une bonne ambiance. Alors après, être battu par le champion paralympique, pardon, il y a un scandale. Voilà, il y a pire. Ils jouent contre l'Iran là dans 2 jours. Ils ont encore 2 autres places dans cette poule pour sortir. Encore une fois, c'est une première expérience. Ils discutaient après. Ils disent, on n'a jamais joué devant autant de monde. Le goalball, c'est quelque chose d'assez en plus, c'est une discipline qui va très très bien. Tu sais, à notre Domitis à nous, à Jérôme Armand, parce qu'il faut être couché tout le temps, quoi, presque. Hein. Voilà. C'est les heures de sieste, tu vois. Pour le mec d'Aix-en-Provence, c'est bien. Ah, vous êtes formidable. Messieurs, 19h14, on respecte le timing. Merci Étienne, bonne soirée. Il faut qu'on soit à l'heure parce que c'est une émission qui dure 1 heure. C'est Bonsoir Paris et il se passe plein de choses. On a notre première Marseillaise, on le rappelle. Ah, que ça fait du bien d'entendre cette petite Marseillaise, hein. Vraiment fantastique. Tu vois, quand même, t'as bien expliqué hier, je t'ai charrié, parce que Étienne a quasiment compris, quoi. Les petits grelots, tout ça, tu vois. Dans les petits grelots, voilà. Non, mais il faut aussi voir des images. Hein. Quand tu vois les images, tu comprends mieux. Mais, voilà. Après, il a raison de dire, hein, quand tu tombes contre le Brésil,
c'est jamais simple, champion paralympique sortant, mais c'est un jeu, et ce qui est bien, tu vois, il y avait de l'ambiance, les gens tapent dans les mains, c'est la fête, etc. J'ai vu qu'au badminton, il n'y avait pas 36 personnes non plus, parce qu'on nous a dit que, voilà, on avait vendu des billets, mais c'est un peu, voilà, je sais pas si c'est de la poudre aux yeux, on fait croire, peut-être qu'il y a des enfants qui viendront la semaine prochaine aussi. Il faut pas nous vendre le fait que ce soit plein comme les jeux de cet été. On peut pas comparer, hein. C'est récent, cet intérêt pour, enfin, j'en parlais avec Johan Taberlet qui va nous rejoindre dans quelques instants en tant qu'expert, voilà, avec Nolan qui va être avec nous dans une seconde ou avec Christelle, voilà, il y a des gens qui à l'époque se cachaient par montrer leur malformation et tout. Il y a eu des témoignages extraordinaires hier dans ce sens, dans la cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui, notre copain Philippe Croison le dit toujours, c'est pas eux le problème c'est la société qui n'arrive pas à s'adapter, comme pour l'école par exemple, où il est très difficile quand tu es handicapé, quand tu es autiste, ça dépend dans tous les handicaps, c'est plutôt la société qui devrait faire un énorme effort. Fabrice, on va rentrer en connexion avec nos experts, 19h15 comme tous les soirs. Tu me dis qui nous rejoint en premier, nous il n'y a pas de souci, on s'adapte. C'est Nolan le premier, ok, c'est la Marseillaise quoi, c'est la médaille d'or quoi, directement quoi, bravo monsieur, ça c'est les copains qui s'imposent, tu l'avais annoncé, ça allait claquer, ça claquait avec Hugo Didier déjà, la première médaille tant méritée, quelle course hein. Bonsoir à toi Nolan. Il faut taper sur le micro, Nolan. Attends, je t'entends pas. Si tu m'entends, t'as un petit problème de connexion micro. Autrement, tu prends ton téléphone. Hein, oui. T'inquiète pas. Ah, ça y est, t'arrives. Vas-y, Nolan. Non, tu t'asseoir à nouveau sur le micro. Arrête de nager. T'es sur terre, là, Nolan. Ça marche pas, là ? Si, ça marche très bien. Tu vois, bouge plus. C'est tout bon. Du coup, une super médaille d'or de Hugo ce soir, qui était en finale du 400 mètres nage libre S9. On va parler beaucoup de natation ce soir. On avait 4 personnes en lice ce soir en finale. On avait Hugo, Agathe, Emmeline, Elodie et Alex pour différentes nages. Donc on a eu la médaille d'or de Hugo Didier qui a fait une course parfaite, vraiment une course parfaite avec une bonne stratégie. Simone Barlam, l'Italien, qui était le médaillé en titre. Oui. C'était le favori. C'était clairement le favori. Et ça fait des années qu'il domine la discipline. Pour l'avoir vu nager, il est très très fort. J'ai déjà nagé contre lui. C'est très très solide. Il bat même des records valides quand il nage chez lui au championnat d'Italie. C'est ta catégorie, ça ? Toi qui espères. C'est ma catégorie S9, ouais. Los Angeles, d'accord, très bien. Ce sont mes futurs adversaires. Ah ben c'est bien de les voir comme ça. Ah oui, c'est vraiment inspirant. Mais du coup, Hugo Didier, qui est son record au 400 mètres nage libre, était 4,11 et Simone Barlam était 4,10. Il fallait qu'il fasse aussi bien pour pouvoir espérer la médaille d'or, mais Simone Barlam, du coup, est parti très très vite. Et Hugo a fait sa course. Il part 29, ça passe sous la minute pour le premier 100 mètres. Ça part donc assez vite. Hein. On est presque sur un niveau national valide. Et au final, ça fait un 4,12,55 pour Hugo, qui dit qu'une ambiance était folle. Vraiment, c'était quelque chose d'exceptionnel. Il y avait un tel engouement autour des Français que on n'a jamais connu ça. Je me mets à sa place. T'étais connecté. Voilà. Alors, on a des images. Tant qu'on te retrouve, on surveille du coin de l'œil, évidemment. Il y a la star de la natation brésilienne qui vient d'arriver. C'est un personnage assez incroyable, vous l'avez peut-être vu. Il y a un documentaire qu'il faut absolument voir sur France Télévisions en ce moment, aujourd'hui, sur ses corps meurtris. Et c'est un nageur brésilien qui est une star dans son pays parce qu'il n'a pas de bras. Et voilà, il a malheureusement, donc il est privé de ses bras et il a des tout petites jambes et tout petits pieds. Sa maman est une sainte, elle est incroyable. Et c'est un documentaire sur le corps qui est formidable parce qu'il est devenu, c'est vraiment quelqu'un on va le poser sur le plot, c'est quelqu'un qui a vraiment tout dédramatisé quelque part. Même lui, le fait d'être champion maintenant, il fait des fêtes incroyables chez lui il est célébré comme les Pelés de l'époque, quoi. Là, on est dans une difficulté avec des gens qu'on pose sur les plots quand même, Jérôme. Hein. Oui, donc là, c'est vraiment, il faut le voir, hein, mais c'est dément. Ils ont besoin d'aide, hein, comme oui. Beaucoup d'athlètes sur les Jeux paralympiques ont besoin d'aide, d'un guide, de quelqu'un qui les aide. Mais une fois qu'ils sont là, ils vont nager et ils nous prouvent quoi ? Ils nous prouvent que tout est faisable. Ah, tout est possible, quoi. C'est une grande phrase et on rappelle que Nolan qui est avec nous, bien sûr, comme tous les soirs, on va essayer de le retrouver dans quelques instants, fait partie de l'académie Philippe Croison, hein, qui a donné envie, même à un Théo Curin à l'époque, de nager. On en parlait déjà. Voilà, c'est une star, hein, c'est une star mondiale, hein, c'est une star brésilienne, bien sûr, Nolan, hein, qu'on va suivre également
dans cette aventure incroyable, avec un handicap très très lourd, bien sûr. La victoire, tu es revenu avec nous, d'Hugo Didier, ça veut dire que ce soir, ça va continuer. Est-ce qu'on peut espérer, je sais pas, chez les garçons, chez les filles, je crois qu'il y a Portal qui nage vers 20h09, hein, c'est ça? Oui, exactement. Il y a Alex Portal pour la finale du 100 mètres papillon S13. Alex a déjà l'année dernière médaille d'or au championnat du monde à Manchester, qui avait battu Boki, le Biélorusse. Et nous aurons également Emeline Pierre à 19h47 pour la finale du 50 mètres nage libre S10. Une grande chance de médaille car ce matin, elle fait le record de France, 28-10, qui est vraiment un super record. On espère vraiment une belle médaille qui était, elle, médaillée bronze à Manchester en 2023. Oui, c'est quand même très très beau ce que font tous ses concurrents. On a un œil sur ce champion brésilien parce que c'est assez incroyable. Il est obligé d'onduler. C'est ce qu'on va voir dans ces jeux, ce qui va nous marquer. Peut-être c'est une des images des jeux qu'on est en train de voir sur notre écran de contrôle, Nolan. Hein. Oui, pour l'avoir déjà vu nager, Dos Santos, il se déplace avec une sorte de petit scooter où il avance avec ses pieds. Il pianote sur son téléphone avec ses pieds. Il fait vraiment tout avec ses pieds. Et cette année, à Limoges, en 2024, à l'étape de Coupe du Monde, il était là. Sur le 100 mètres d'eau, il fait quand même 2 minutes, ce qui est vraiment exceptionnel pour quelqu'un. Il a vraiment des qualités aquatiques exceptionnelles. On sent vraiment qu'il a une très bonne ondulation et que dire de plus, il a vraiment des palmes à la place des pieds. Hein, ouais, c'est incroyable. Et des abdominaux quand tu vois comment il nage. L'effort quand même. Et c'est une star, hein, disait Nolan. Hein. Et Ouais, Nolan qui a été remplacé par Johan Taberlet. Bravo, Johan, recadre-toi un tout petit peu, mets-toi bien au centre. Alors Christophe, ça va être la valse parce que si tu as envoyé le même code à tout le monde, ça va valser. Alors, tu sais quoi, je viens de m'apercevoir que je n'avais pas envoyé de code, donc ne m'en veux pas. Mais si tu m'envoies un code pour Christelle qui l'attend depuis 5 minutes, ça m'arrange. J'adore quand tu racontes nos histoires de course. En tout cas, Dos Santos Araujo gagne. Il a gagné en plus Dos Santos. Mais il gagne pas de 3 secondes. Hein. Il gagne en mettant tous les autres derrière, mais très très loin. Très bien. Tu peux m'envoyer, s'il te plaît, Fabrice, donc la liaison, parce qu'elle s'est arrêtée sur le bord de la route. Notre amie Christelle, que je voulais avoir pour fêter la médaille d'argent, bien sûr, de Demoiselle Patouillet, tout à l'heure, qui vraiment était impressionnante, Marie Patouillet, qui est une vraie grande championne. On va te libérer, Nolan, parce qu'il y a Johan qui est sur ta ligne, donc on va te souhaiter une belle soirée. On va suivre évidemment 20h09 cette prochaine médaille, et puis une autre médaille peut-être au féminin, après Alex Portal, avec Emeline Pierre. Merci à toi. On te dit à très très vite, à demain pour la suite des aventures en natation. À demain pour de nouvelles aventures. Merci à toi. On va essayer de retrouver nos experts. C'est assez drôle ce qui se passe de temps en temps. On s'est un peu trompé de ligne d'eau, tu vois ce que je veux dire? Oui, enfin lui, notre Brésilien, là, il s'est pas trompé de ligne d'eau. Enfin, c'est incroyable. Hein. À regarder, sincèrement, c'est incroyable parce que, oui, il lui manque les 2 bras, mais avec tout ce qui lui reste, les abdos, les jambes, les pieds, il a mis vraiment, ce qui est impressionnant, il a mis vraiment c'est pas une longueur, c'est au moins 3 ou 4 longueurs sur 100 mètres. À tous les autres, on sait pourquoi c'est une star au Brésil. Hein. C'est sûr. On sait pourquoi c'est une star. On va se reconnecter dans quelques instants. On rappelle donc la première médaille, la Marseillaise, tout à l'heure pour Hugo Didier. Médaille d'argent pour Marie Patouillet, que l'on va essayer de joindre dans quelques secondes. Maintenant, vous connaissez le direct. C'est pour ça qu'on est différents des autres, nous aussi, parce qu'on ne fait pas les choses comme les autres. Parce que nous, on vous dit ce qu'on raconte. Bien centré au Club France, voici monsieur Johan Taberlet, le retour. Ah oui, Jojo. C'est ça. Salut, bonsoir l'équipe. Alors finalement, t'es resté au Club France, quoi. Alors finalement, je suis resté au Club France parce que ça s'est quand même un peu activé aujourd'hui avec cette première journée. Et je te cache pas que j'ai été heureux de vivre ces premières médailles. L'argent et ensuite l'or de Hugo, qui a mis le feu tout simplement au Club France. Ça s'est rempli, mais d'un coup, et une ambiance déjantée. Et franchement, c'est super agréable à vivre. Ça fait du bien parce qu'on était ensemble ce midi. Merci pour le repas, au fait. Hein. Merci. J'avais oublié ma carte bleue. Merci, Johan, quand même. Je t'invite. Allez, viens, je t'invite. Il t'a fait le coup aussi. Je le fais à chaque fois. Ça marche à chaque fois. Il s'est fait avoir. Écoute, il me connaît maintenant. Merci encore, Yo. Et c'est vrai que c'était une ambiance un peu particulière. On est jeudi après-midi. Il n'y avait pas cette ambiance. On savait très bien qu'on n'avait pas retrouvé la même ambiance. Et toi, ce soir, tu dis qu'avec ces 2 médailles, ça y est, ça monte. Hein. Franchement, j'ai été surpris parce que
Comme tu dis, en fait, c'était assez calme. Bon, voilà, on sentait que les gens avaient à cœur de venir, de s'essayer, de discuter, etc. Et d'un seul coup, en fait, il y a eu les retransmissions des compétitions sur l'écran géant au Club France. Et je sais pas, je pense que les réseaux sociaux ont bien marché et les gens sont arrivés, mais ça a rempli le Club France pour suivre la finale d'Hugo là notamment. Et avec toute l'animation qui va autour et tout, et ça a été le feu, quoi. On s'est promenés tous les deux tout à l'heure dans cette zone du Club France, extérieur, intérieur. Ce qui nous change un peu, c'est qu'il y a moins de monde à l'extérieur. Il y a très peu d'animation. Il y a quand même d'animation. Il y a beaucoup de basketteurs qui n'étaient pas spécialement en fauteuil non plus, mais il y en avait quelques-uns qui étaient cachés. On est allé se balader avec toi sur un stand qui t'est cher, quand même. Toi, l'homme de la montagne. Toi, le champion du monde, qui a participé quand même à 4 Jeux Olympiques d'hiver. On sait qu'on aura les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. Et on a vu un terrain de curling tous les deux. Je sais pas comment t'appelles ça, un rectangle de curling. Et j'ai pas vu de personnes en situation de handicap, hein. Non, alors j'ose espérer que c'est quelque chose on va dire que c'est le raté du début, parce qu'effectivement il y a un petit terrain de curling, mais qui était plutôt fait, j'ai l'impression, pour les Olympiens. Et là, pour les Paralympiens, effectivement. Ça manque un peu d'équipement et d'outils un peu spécifiques pour la pratique de ce jeu. Maintenant, j'ai pas vu. Alors, mon ressenti quand même aujourd'hui, c'est de se dire que j'ai pas vu tant de personnes en situation de handicap. J'ai vu beaucoup de familles. Ouais, tu as raison. Avec des enfants, etc. J'ai pas vu beaucoup de personnes en situation de handicap. Il y en a, bien évidemment. Oui, il y en a. Je l'ai croisé beaucoup dans le métro, qui étaient en difficulté pour descendre notamment. Hein. Ouais, alors après, Paris est pas sympa. Non, mais je te dis ça, parce que tout à l'heure, j'étais avec toi, donc toi, tu te déplaces, t'as une sorte de mobilette incroyable, parce que tu vas plus vite que moi, je regardais ma vitesse à pied à côté de toi, toi sans tes jambes, mais bon, t'étais aidé par une petite mobilette qui coûte un peu cher, à mon avis. Bien sûr. Voilà, mais quand j'ai repris le métro en te quittant pour venir jusqu'ici à la radio, quand tu descends à Porte de Pantin qui est devant le Club France, t'as pas d'ascenseur, quoi. Ouais, et ça, je pense que c'est la complexité juste de devant Paris. le Club France, quoi. Tu vois, c'est hallucinant, ouais, quoi. Ouais. Et là, je saurais pas te répondre. En fait, moi, je cours Paris en long, en large et en travers depuis 2 jours. Il y a des zones qui vont très bien, qui ont été refaites, ça roule, il n'y a pas de souci. Et puis il y a des zones un peu plus anciennes, je pense, en pavé. Et là, c'est très compliqué pour nous en fauteuil de se déplacer. Et après, on a vu le site en lui-même. Mais devant le Club France, tout à l'heure, on vous raconte notre vie, mais on en a déjeuné. Je t'ai rien dit, mais quand tu sors du Club France, c'est bourré de pavés, c'est Paris-Roubaix. Hein. Devant la sortie média. Je crois que je te perds. Ce soir, on a des connexions un peu difficiles avec le Club France. Ce qui est important, Christophe, par rapport à ce que vous dites, c'est que si les Jeux paralympiques à Paris peuvent servir, alors effectivement, il y a un constat aujourd'hui de dire on est mal équipé. Oui. On est mal équipé au niveau des sites, on est mal équipé au niveau des transports. Mais si justement il y a une prise de conscience et que ces Jeux paralympiques permettent à Paris et à d'autres villes en France de s'équiper, de dire on a pris conscience, ça sera gagné déjà. Mais tu vois, il faut que tu sois avec des garçons comme Johan Taberlet ou comme Christelle Ribaud. On s'en rend pas compte, nous. Non, pour te rejoindre, on a ami on le sait, avec Philippe Croison par exemple, où j'ai croisé Théo Curin qui se déplace très facilement, qui prend son taxi comme hier. Mais c'est pas simple. Je te présente Johan Taberlet, mais je sais pas si vous connaissez. Christelle Ribaud qui fait partie des experts avec Nolan qui représente notre jeunesse, c'est la natation. Après le ski de vitesse qui va très très vite, Johan, vous l'avez remarqué quand il dit je cours dans Paris, il roule dans Paris, c'est vitesse TGV. Elle roule très très bien aussi sur son vélodrome préféré. Christelle Ribaud qui nous rejoint, merci de nous rejoindre Christelle ce soir encore. Merci, bonsoir à tous. Elle fait du bien cette médaille quand même pour la copine, pour Marie Patouillet. Ouais, ça a été un beau spectacle, à bas ses records en plus je pense perso, donc c'est vraiment bien. T'es en voiture là parce que ça bouge bien, hein. T'es sur non, je viens tout juste de revenir là, j'étais au Vélodrome et il y avait une ambiance de dingue, c'était vraiment bien. Il fait toujours aussi chaud parce que je suis allé pendant les Jeux Olympiques. On est d'accord ou pas?
Ah ouais, il fait vraiment chaud. Parce qu'il y a un problème. Arrête de bouger le téléphone. Dis-moi. Ah oui. Je dis Christelle que tu me fais penser justement au Vélodrome. Voilà, là t'es parfaite. Moi j'étais tranquille assis pour regarder le Vélodrome, et quand t'as pas l'habitude, au bout d'un moment t'as un petit tournis quoi. T'as un peu, tu sais, les forces G, tu les as même quand t'es spectateur, t'essaies de regarder où est Marie Patouillet, et à force de tourner, quand t'as passé 4 heures dans la chaleur et là-bas, t'es pas bien quand tu rentres à la maison. Hein. C'est vrai, faut avoir l'habitude. C'est encore pire quand on est au centre-piste, parce qu'on tourne... On tourne en même moment que... quand vous sortez, bien sûr. Cette médaille, elle représente beaucoup pour Marie Patouillet, qui est une des anciennes quand même de la délégation. Hein. Oui, c'est une ancienne. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça non plus qu'elle fait du vélo, mais elle a toujours eu des qualités physiques extraordinaires. Elle est dans la catégorie C5, donc en cyclisme c'est la moins handicapée, et donc oui, ça lui fait du bien, surtout que je pense elle a encore une épreuve de poursuite à réaliser. Ah bien. Et après elle finit sa carrière sur ces jeux-là. C'est un gros coup de cœur, évidemment, cette médaille d'argent. C4, C5, c'est difficile à expliquer. Toi, par exemple, qui a une jambe qui ne bouge plus aujourd'hui, suite à un problème dernier discal, on rappelle, hein, on va pas parler à chaque fois de votre histoire, votre expérience, mais quand même, ça veut dire que toi, par exemple, tu es en quelle catégorie aujourd'hui? J'aurais couru en C2, donc je serais, comme ils mélangent les catégories, j'aurais été avec des C3. Et déjà, même des C2 qui tournent avec leurs deux jambes. Donc, ouais, c'est compliqué. Je pense que dans tous les sports, il y a toujours une complexité des catégories. Mais j'aurais couru en C1, C2, C3. Et qu'est-ce qui t'empêche de courir aujourd'hui? C'est justement la complexité pour te mettre C2, C3? Parce qu'au niveau des quotas qu'on a gagnés en France, ce qu'il y a, c'est quand on gagne des points en compétition internationale, mais ils comptent pas pour nous, elles comptent pour l'équipe. Donc la France a des critères un peu je veux pas dire de riches, mais on a des bons éléments. Je suis pas forcément dans le bon pays pour pouvoir me qualifier. J'étais la 5e, ils ont eu 4 quotas, j'étais la 5e sur la liste et on a eu que 4 quotas, donc voilà. 4 quotas seulement. Et parité respectée quand même? Non. Il y a 11 garçons pour 4 filles. Ah oui, donc il y a un problème, j'aime bien, tu vois, t'as vu, grâce à toi, on va sauver tous les problèmes tout à l'heure avec les pavés devant le Club France, avec le métro. En termes d'accessibilité pour toi, notamment Saint-Quentin, ça a été pensé quand même, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci du tout. Tout se passe bien au niveau même des téléspectateurs, des supporters qui viennent au Vélodrome. Il y a vraiment tout. Il y a des volontaires de partout. C'est vraiment bien. Et puis sinon, au niveau du Vélodrome, oui, tout est bien accessible à tout le monde. Magnifique pour cette première sensation et cette médaille d'argent. On a de l'or aussi avec Hugo Didier, l'argent pour Marie Patouillet, ça va continuer. On te retrouve demain sur ton canapé en voiture ou sur ton vélo, c'est comme tu souhaites. Voilà, peut-être sur mon vélo, je sais pas encore, ça dépend quand est-ce que je vais rouler, mais peut-être demain matin si tu es courageuse. C'est un conseil de pro, si tu veux. Roule le matin, il fait un peu plus frais, et le soir, comme ça, t'es bien avec nous en pleine forme. Voilà, d'accord, impeccable. On t'embrasse très fort, merci pour cette première sensation. Merci à nos experts ce soir, bien sûr, avec Christelle Ribaud, avec Yann Taberlet pour le ski et Nolan. C'est un vrai bonheur de les avoir avec nous, Fabrice, et c'est vrai, Jérôme. Hein, et oui. Et puis voilà, moi je pensais au vélo. On va se faire chambrer en vélo. Hein. Parce que t'as vu la médaille d'or, hein, qui c'est? Une néerlandaise. Hein. Ah oui, encore. C'est vrai. Oh là là, mais oui. Avec Thomas, qui nous a suivi pendant le Tour de France. Je ne peux plus le voir. Il va nous chambrer. Moi, je ne parle plus. Je raye de mon numéro de téléphone. Le sport, la santé, l'accessibilité. On va en parler avec le sport et tourisme en quelques instants aussi, avec une association qui s'occupe de tourisme et de sport. Et il y a également le sport et la santé, que vous connaissez bien sur Radio Sport, et qui est représenté dignement par Madame Jessica. Bonsoir à toi de ton beau jardin, Madame. Bonsoir messieurs, comment allez-vous aujourd'hui? Tu vas nous voir en studio, hein, tu nous apporteras un petit peu de basilic, je sais pas ce que tu as derrière toi, mais... Demain, tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu as comme petite plante pour nous remettre en forme, pour qu'on garde la niaque jusqu'au bout? Hein, tu nous dis, tu nous ramènes des petites fleurs, basilic, hein. C'est bien. Ah, le basilic, sauge, c'est pas mal, hein. Ça rappelle le sud. Hein. Demain, on aura plaisir de te recevoir. On te garde une petite place ici avec Fabrice, évidemment, Jérôme et Jules qui va arriver pour les réseaux sociaux. On parlait, c'était très intéressant. Hier, on était pris un petit peu par le temps, Jessica, du problème mental, parce qu'il n'y a pas que le problème physique, pour tous les athlètes d'ailleurs, hein, qu'ils soient valides ou qu'ils soient aujourd'hui en compétition en parathlétisme. Je lisais une enquête qui était très intéressante ce matin sur Caroline Garcia en tennis. Il y a beaucoup de gens en tennis qui ont des problèmes, notamment un problème mental parce qu'on est agressé, parce qu'il y a des paris sportifs dans le tennis,
quand tu perds en tennis, par exemple, tu reçois des tonnes d'insultes et ça peut te marquer, comme c'était le cas pour Caroline Garcia, une de ses consoeurs. Là aussi, pour ces personnes en difficulté qui doivent se battre vers d'autres éléments en plus, il faut accepter la critique. C'est pas simple, il y a une charge mentale qui est quand même énorme. Hein. Alors la charge mentale est énorme, il y a effectivement ce nouveau harcèlement qui pourrit bien la vie effectivement des sportifs à cause des paris, à cause de beaucoup de paramètres en fait, et ça ajouté au handicap, effectivement c'est compliqué. Donc tous ces sportifs, ils sont suivis, ils sont accompagnés comme les sportifs valides par les mêmes profils, hein. Ce sont des préparateurs mentaux, des psychologues du sport. Et ces gens-là ont un rôle absolument vital dans la préparation des sportifs parce qu'ils vont les aider à gérer leur stress, à se fixer aussi des objectifs réalistes. Et ça, c'est très important. Et puis, ça permet aussi de renforcer la confiance. Donc, il y a énormément de choses à faire et souvent, ça se prépare des mois avant les compétitions, voire au long cours, un peu de l'année. Ouais. Il y a des techniques particulières pour avoir un moral à toute épreuve, justement avant des Jeux Olympiques et pendant les Jeux? En tout cas, ils sont bien aidés et ils ont ce qu'il faut. Il y a des techniques de visualisation. Ça marche très bien. Et c'est utilisé d'ailleurs pour tous les sportifs invalides. Hein, c'est pas propre au handicap. Des techniques de relaxation, des techniques de pleine conscience aussi. Ça permet de rester concentré, on reste dans un état d'esprit positif, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même si on se fait huer par exemple par son pivot, ça permet d'être focus sur l'objectif. Et là, les préparateurs mentaux ont un vrai pouvoir, hein, c'est assez impressionnant, et ça donne des résultats incroyables. Et puis il y a aussi des techniques de neurosciences, et donc là, ça permet d'améliorer clairement les capacités cognitives des athlètes, et on retrouve maintenant de plus en plus, hein, ça se développe énormément, toute cette préparation mentale, on retrouve des outils technologiques avec notamment des casques qui permettent de mesurer, de moduler l'activité cérébrale en temps réel. Donc beaucoup de méthodes innovantes, voilà, ça aide vraiment, c'est un vrai soutien pour le sportif de haut niveau. Pour conclure, Jessica, par rapport à des sportifs valides, est-ce que les athlètes paralympiques, par exemple, font face à peut-être des stress, voire des défis supplémentaires? Alors déjà, il y a forcément tous les sportifs ont un peu la phobie de la blessure, mais quand on est, j'en parlais encore tout à l'heure avec un médecin spécialiste, un médecin fédéral, quand on est déjà malade, qu'on a un problème, quel qu'il soit, c'est compliqué parce qu'en fait, la blessure, elle a un autre impact, en fait. Elle a un impact aussi sur la vie, sur le quotidien, sur la récupération qui va être beaucoup plus longue, notamment, entre autres. Donc, il y a déjà cette gestion de l'éventuelle blessure qui prend beaucoup de place, je pense, dans la préparation mentale des sportifs. Et puis après, il y a tout ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire le manque d'installation sportive, les coûts élevés liés à l'équipement spécifique au handicap de chacun. Ça manque clairement d'infrastructures. Et puis la douleur aussi, hein, on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, mais il ne faut pas oublier que nos sportifs paralympiques, ils font aussi face à la douleur au quotidien. Et notamment les douleurs fantômes, on pourra en reparler bien sûr pour les athlètes à qui il manque un membre. Merci Jessica d'avoir été avec nous, c'était passionnant comme d'habitude, on a vraiment plaisir à pouvoir te retrouver dans ton petit jardin évidemment tous les soirs, mais demain ce qui est bien c'est que tu seras en studio avec nous ici, avenue de Montespan à Paris pour ceux qui veulent découvrir Radio Sport, ce formidable pure player que nous vous offrons chaque soir et cette émission 19h-20h en direct comme tous les soirs avec ce bonsoir Paris. On a parlé de ces deux médailles déjà et de santé, la médaille d'or tout à l'heure du Hugo Didier en natation, la médaille en vélo sur la piste avec Marie Patouillet et l'ambiance qui monte au Club France. Nous sommes allés cet après-midi à la rencontre du patron du Club France dans le cadre de l'événement paralympique puisqu'il est également directeur général du comité paralympique du sport français. C'est Élie Patrijon qui nous raconte un petit peu le dispositif et la disposition des éléments à l'intérieur du Club France ce soir pour Radio Sport.
Le Club France 2024 pour les Jeux Paralympiques, d'abord c'est le premier Club France qui a jamais été organisé dans ces dimensions-là pour l'équipe de France Paralympique. C'est une grande première, on n'a jamais fait de fan zone et on n'a jamais fait de fan zone de cette ampleur-là. Donc c'est doublement une première et c'est encore plus historique parce que vous savez que dans les éditions précédentes des Jeux Paralympiques, il n'y a eu aucune nation qui accueillait les Jeux qui avait fait une fan zone de cette ampleur. Donc on a travaillé ça avec le comité olympique pour avoir quelque chose où on puisse avoir des athlètes qui rencontrent des athlètes paralympiques qui sont pas visibles, qui sont pas connus, qui rencontrent le grand public. Et donc c'est tout le pari qu'on a engagé ces dernières années, quasiment ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet. Donc le Club France Paralympique aujourd'hui, il est un peu plus petit qu'en période olympique, il fait environ 15 000 m², il a une jauge capacitaire de 10 000 personnes à l'instant T, donc c'est quand même déjà pas mal. Et on est sur globalement les mêmes activités. L'ADN, la colonne vertébrale de ce qui se passe au Club France, c'est le sport, c'est les diffusions sportives. Et puis on va y mettre aussi une touche un peu spéciale paralympique. Évidemment, on a renforcé les mesures d'accessibilité pour accueillir tout le monde. Il y a des activités pour toutes et tous, de 0 à 95 ans. Vous pourrez faire du sport au Club France. On a renforcé la programmation musicale. On a quasiment une programmation musicale de soirée digne d'un festival. Chaque soir, il y a un artiste qui vient avec ses copains, avec les mecs avec qui il aime bien jouer, et il va faire en sorte d'avoir une carte blanche toute la soirée. On va faire des célébrations, on va faire des finales, et puis on va faire de la musique, et ça tous les soirs jusqu'au 8 septembre. Donc nous, on a vraiment renforcé cette dimension-là, et puis on a des nouvelles animations sportives. On vient de commencer cet après-midi, par exemple, le drone soccer. C'est un truc entre le jeu vidéo et le sport, où vous faites du foot avec des drones dans une cage, et c'est assez sympa, assez ludique. On vous invite à venir essayer. Et justement, quel aménagement vous avez dû faire spécifiquement pour les personnes en situation de handicap, par exemple? D'abord, renforcer l'activité physique du lieu. Le lieu, il est compliqué, c'est un vieux lieu, il est très ancien, et donc il a fallu l'adapter aux personnes qui ont des problématiques de mobilité. Vous avez pu voir des plateformes PMR qui ont été mises en place sur le côté, qui vont permettre aux gens en fauteuil de voir le spectacle. Ça, c'est hyper important. Et puis on a mis des gradins aussi pour que les gens qui ont des problèmes, qui doivent s'asseoir, puissent s'asseoir. Mais plus que ça, on a une traduction en langue des signes française de l'ensemble des prises de parole, une transcription, on a ce qu'on appelle en vélotypie, de l'ensemble des prises de parole. On a aussi une salle de régulation cognitive, c'est-à-dire que quand vous avez des problèmes cognitifs, quand vous supportez pas la foule, quand parfois vous décompensez, on a un endroit où vous pouvez aller vous mettre au calme, dans une lumière douce, avec des casques sur la tête, qui vous faire écouter une musique qui va vous sortir un peu de cette ambiance-là. Bref, on a essayé de réfléchir à 360 degrés pour faire en sorte que chacun puisse venir faire la fête, quelle que soit sa singularité, quel que soit son besoin, parce que c'est ça aussi notre ADN de comité paralympique, c'est de penser à l'ensemble de ces problématiques. Est-ce que vous sentez la même ferveur que pour les Jeux Olympiques aujourd'hui? Alors écoutez, j'ai même un peu peur parce que à l'heure où on se parle, on est à 137 000 réservations pour le Club France Paralympique et on s'était fixé comme objectif 100 000. Alors évidemment, on est au tout début, évidemment tout le monde ne va pas venir parce que c'est gratuit, 100% gratuit, ça c'était aussi quelque chose qu'on a voulu faire sur cette période paralympique. Donc on va voir un peu comment ça va se passer, mais oui, on sent l'engouement, en fait on le sent depuis des jours et des jours. On est porté par la magie des JO, ce qui nous est arrivé d'absolument fabuleux pendant les JO, et bien tout le monde a envie de continuer à le vivre un peu, et donc c'est vraiment le match retour, c'est ça. Et puis deuxièmement, on sent qu'il se passe quelque chose autour des sports paralympiques et des sportifs paralympiques. Moi je retire une leçon de ce qui s'est passé pendant les JO, c'est que avant de venir soutenir une star, bien sûr quand on allait soutenir Léon Marchand c'était quelque chose, mais les publics français, ils venaient supporter des Bleus, quels qu'ils soient, même quand ils étaient parfaitement inconnus. Et donc nous, nos athlètes sont pas très connus, et pourtant je suis sûr qu'ils vont avoir des milliers de supporters derrière eux, dans les stades et au Club France, donc ça va vraiment être ça ce qui va se passer ici. La rentrée des classes, ça vous pénalise pas un petit peu ? En fait, il faut la prendre pour une opportunité. Ça, c'est-à-dire qu'on subit le calendrier. Le calendrier, il est comme ça, il est fixé depuis 7 ans. C'est pas un problème parce que ça va aussi nous permettre d'aller chercher des nouveaux publics. Vous savez, les gamins, aujourd'hui à l'école, par rapport aux générations que nous sommes, ils vivent un truc différent. C'est qu'il y a 400 000 gamins en situation de handicap dans les classes qui sont scolarisés dans l'éducation nationale. Et en fait, ils connaissent tout ça. Ils connaissent le handicap dans leur quotidien parce que c'est leurs petits copains, leurs petits camarades de classe. Et donc, il faut qu'on travaille là-dessus. En fait, ça va nous permettre d'accueillir des dizaines de milliers de jeunes la semaine prochaine au sein du Club France à partir du 2 septembre. On sera plein de gamins toute la journée le matin et puis plein d'adultes qui viennent faire la fête le soir, et je pense que ça va aussi donner une couleur un peu nouvelle à ce qui va se passer ici, donc moi je le prends comme une opportunité. Vous n'avez pas peur qu'il y ait que du monde que le week-end, quoi, finalement? Alors écoutez, à ce stade effectivement on est plein tous les week-ends, on est plein du jeudi au dimanche globalement, mais je crains pas ça. Et puis vous savez, le Club France Olympique n'a pas été plein tout le temps. L'enjeu c'est qu'on réponde à l'objectif qu'on s'est fixé, faire la fête, célébrer les athlètes, mais aussi donner du sens, et donner du sens c'est aussi accueillir des gamins qui vont venir découvrir des trucs qu'ils connaissent pas. Pour les gens qui découvrent
découvrent justement les Jeux paralympiques, il y a beaucoup de catégories. Est-ce que vous avez des astuces pour que les gens s'y retrouvent dans toutes ces catégories? La première astuce, c'est de ne pas chercher à être spécialiste des catégories. Ça sert à rien. Moi qui suis dans le milieu depuis des années, je les connais pas toutes par cœur, ça sert à rien. Dites-vous d'une part que les mécanismes du sport restent les mêmes. Il faut franchir le premier ligne d'arrivée, il faut battre l'adversaire au badminton par exemple. Tout ça, ça reste des fondamentaux, et ces fondamentaux-là, ils sont vrais en sport olympique, ils sont vrais en sport paralympique. Et puis ensuite, vous pouvez réfléchir, alors il y a des catégories, vous savez, qui ont souvent des numéros. Plus le numéro est important, plus il est élevé, plus l'impact du handicap sur la pratique sportive est faible. Tout à l'heure, on aura Hugo Didier, S9 en natation. S9, ça veut dire que c'est un impact relativement faible sur la natation. Vous allez voir, vous avez peiné à distinguer son handicap. Si vous êtes sur du S2, S3, là vous êtes sur des impacts importants sur la pratique sportive. Mais dites-vous, c'est des règles classiques du sport qui s'appliquent. Et puis ensuite, vous prenez quelques mécanismes en tête et vous allez y arriver. On a plein de supports qui existent pour ça, www.equipedefrance.com, et là-dessus, il y a plein d'explications hyper pédagogiques sur comment ça se passe. Franchement, vous allez vous y retrouver, mais encore une fois, cherchez pas à être spécialiste, cherchez juste à comprendre la logique sportive qui est en train de se passer. Ce qui se passe au Club France, donc c'est très intéressant avec ces catégories bien résumées par Élie Patrijon. Catégorie natation tout à l'heure, on était avec Hugo Didier, il y aura Alex Portal, on va surveiller Emeline Pierre qui devrait s'élancer pour elle aussi une médaille, qui sait, Jérôme, dans quelques instants. Le temps de recevoir David Savary de Sport et Tourisme qui est enfin rentré de vacances. Mais c'est normal, quand tu as un site comme Sport et Tourisme, t'as le droit à faire des jours de rap, parce que t'as raté ton avion, des choses comme ça, quoi. Salut David! Salut Christophe, bonjour à toutes et à tous. Oui, parce que c'est parti hier, tu sais, les Jeux. Hein. Enfin, je te dis ça comme ça. Hein. Oui, j'ai même vu la cérémonie d'ouverture. Je l'ai suivi avec attention et c'était magnifique, en effet. Ouais. On parlait tout à l'heure de l'accessibilité avec nos champions, nos trois experts, avec Nolan, avec Christelle et avec Johan Taberlet. Problème de pavés, problème de métro. Il y a plein d'associations qui luttent pour, j'allais dire, la bonne cause, mais c'est la cause plutôt normale. Il y a même du tourisme et du sport et de la santé, quoi, finalement, quelque part. Et on a réussi à bien le développer en France ? Alors oui, ça fait même un moment que l'industrie du tourisme s'est emparée du sujet de l'accessibilité, puisque en 2001, il y a eu la création d'un label, un label d'État, qui s'appelle Tourisme et Handicap, et qui garantit une bonne qualité d'accueil aux personnes en situation de handicap. Et ça concerne toutes les familles de handicap, qu'ils soient moteurs, mental, visuel et auditif. Et c'est un organisme d'État, donc qui dépend du ministère des Sports, qui délivre ce label Tourisme et Handicap. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même en France métropolitaine plus de 4000 établissements qui sont labellisés Tourisme et Handicap. Donc ça concerne des hôteliers, des restaurateurs, des offices de tourisme, mais aussi des clubs de sport, des activités, des excursionnistes, etc. Donc la palette est large. Et pour le consommateur, ça lui permet d'avoir une sérénité pour choisir un établissement lorsqu'il part en vacances. D'ailleurs, il y a des pictogrammes qui sont apposés sur ces établissements en fonction des personnes handicapées à qui il s'adresse. Pour que l'établissement soit labellisé, il faut qu'il ait 2 pictogrammes sur les quatre familles de handicap. C'est quoi? C'est les agitos, les pictogrammes? C'est ce qu'on voit sur les Jeux Olympiques qui a remplacé donc évidemment les anneaux? Non, c'est des pictogrammes, c'est un fond jaune avec une canne pour les déficients visuels, une oreille pour les personnes atteintes de surdité. Donc c'est tout le monde peut comprendre tout de suite. C'est très simple. Très bien. Et d'ailleurs. Oui, David. Oui, il y a même une association qui porte le même nom, Tourisme et Handicap, mais là, handicap, il faut mettre un S, contrairement au label où il n'y a pas de S, qui relaye un petit peu tout ça et qui est un peu le porte-parole des personnes en situation de handicap. Et ça permet aux consommateurs, aux vacanciers, qu'ils soient sportifs ou pas d'ailleurs, de rechercher un établissement qui lui convient. Et j'ai remarqué qu'il y a des établissements qui viennent tout récemment d'être labellisés. Et il y a notamment deux grottes qui sont situées dans le Gard, une qui s'appelle la Cocalière et l'autre la grotte de la Salamandre, où il y a tout un parcours souterrain, sans dénaturer le site, qui a été aménagé pour les personnes en situation de handicap. Un autre exemple, il y a une ferme qui s'appelle la ferme de Léonie dans le département du Gard, ah oui, je connais. qui propose
qui propose là aussi des activités spécifiques. On peut faire des randonnées en étant accompagné dans le parc naturel régional du Haut-Jura. L'hiver, on peut faire du ski, du chien de traîneau. Donc c'est vraiment bien fait. Il y a aussi des auberges de jeunesse. Il y en a une qui est à Rochefort notamment. Bref, il y a plein d'initiatives qui ont été développées. D'ailleurs, je pense qu'on y reviendra en faisant un focus sur certaines d'entre elles avec Laurent Guéna. Après, ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces initiatives, c'est bien, mais vous l'avez évoqué, mais il faut aller se rendre sur ces sites, et quand on prend le train, par exemple, c'est pas le métro, vous l'avez dit, le train, c'est pas toujours facile, et là il y a encore beaucoup de boulot à faire. On espère que ça va changer, que le regard va changer, bien sûr, avec les Jeux Olympiques, comme c'était le cas après Londres, déjà, on l'expliquait, où il y a très peu de télévision, et aujourd'hui maintenant, on le voit, il y a France Télévisions pour la première fois produit des images, et on peut voir les Jeux Olympiques, quelques radios. Je veux pas taper sur les doigts de mes autres camarades, puisque nous sommes un pur player radio-télévision, mais c'est vrai, quand tu vas au Club France et que tu as des immenses studios, il n'y a plus personne, ça fait tout drôle, quoi. Ça veut dire que l'actualité a complètement changé et que nous sommes pourtant des vecteurs. Il faut appuyer là où ça fait mal. On le disait encore une fois. Absolument. Aujourd'hui, c'est la société qui doit évoluer et changer. Moi, quand je vais au restaurant avec Yoann Taberle à midi, alors heureusement, on nous dit, on peut vous mettre une petite montée pour venir, mais si t'as pas une table extérieure aujourd'hui, tu mets 3 jours pour rentrer dans la salle de restaurant. Alors que ça devrait être prêt, quelque part. Ça devrait être fait à l'avance. Merci, David Savary, d'avoir été avec nous ce soir, 19h50. À demain, avec grand plaisir avec Laurent Guéna, et au plaisir de lire tous tes articles, évidemment, sur ton site habituel. 19h50, tu avais un défi à faire. L'as-tu relevé aujourd'hui, mon cher Jérôme? J'ai tenté de le relever, donc on voulait parler de taekwondo, on en a parlé pendant les Jeux Olympiques, il y en a aussi pendant les Paralympiques. Vous allez voir que les règles sont à peu près identiques. T'as salué déjà au moins? Il faut saluer, évidemment. Alors comment saluer? Vas-y, fais-moi saluer. Comment on salue? Taekwondo, vas-y. On salue très poliment. Bien sûr, tu dis bonjour, monsieur. Il y a le plastron qui gêne un petit peu. Et Fabrice, il me l'a fait à l'envers, là. Mais non, tu vas voir. Non, quand tu salues, t'as un mot à dire. Oui, il y a un mot à dire. Bonjour. Non, je sais pas. Bonne soirée, bonne dégustation. Bonne soirée, bonne dégustation. Mais non, tu fais comme ça, tu rentres, tu fais Tchombe, voilà. Mais on a trouvé quelqu'un, parce qu'il y a des fan zones dans Paris. Mais ça va. On a trouvé quelqu'un, il y avait des animations aujourd'hui, et il y en aura pendant tous les jours des Paralympiques, avec des enfants, et on a trouvé quelqu'un, prof, ceinture noire de taekwondo, qui nous a expliqué un petit peu tout, puis j'ai essayé un petit peu de le chauffer. Allez, on y va. Bonjour Jean-François. Bonjour. Donc aujourd'hui on parle de taekwondo et de para-taekwondo ici. Oui, exactement, para-taekwondo. Donc on propose du taekwondo, mais aussi avec des jeux avec des handicaps, pour justement leur rendre compte un petit peu comment montrer aux enfants ce qu'on peut faire. Donc le para-taekwondo, c'est comme le taekwondo, c'est les mêmes règles? C'est absolument les mêmes règles, exactement. Donc on commence toujours avec un salut, on tape aux endroits qui sont réglementés, et voilà, c'est exactement pareil. Alors j'ai vu, donc vous leur mettez des masques, ça veut dire qu'il y a du taekwondo non-voyant ou malvoyant? Exactement. Il y a actuellement, ce que vous avez pu voir dans le para-taekwondo, il y a des personnes qui ont des avant-bras en moins. Ça n'empêche pas, puisqu'on peut taper essentiellement avec les jambes. Mais on peut aussi effectivement, je leur fais travailler aussi avec les yeux bandés et s'adapte avec le bruit pour taper au bon endroit. Ouais, alors vous avez fait taper les enfants aussi avec les mains dans le dos, parce que le taekwondo, para-taekwondo, donc on peut avoir soit un bras en moins, soit 2 bras en moins, mais ça n'empêche pas. Exactement, tout est dans l'équilibre en fait de son corps. Donc peu importe le handicap qu'on peut avoir ou pas, on s'adapte, le corps s'adapte et on bascule le corps, l'équilibre, le cerveau s'habitue à avoir cet équilibre-là justement pour. Donc là, vous avez détecté des futurs champions olympiques? Ah ben c'est possible, oui. Alors montrez-moi, tiens, si nous filme, alors sans me taper comme un fou, oui. Où est-ce qu'on tape avec le taekwondo? Alors taekwondo, c'est dans la partie centrale, c'est-à-dire au ventre, ça peut être sur les côtés. Ça peut être aussi la tête, donc ça peut être sur le côté ici, par le dessus, voilà. Et il y avait aussi éventuellement coup de poing, mais uniquement dans le plastron. Le visage, c'est interdit. Donc toujours en plastron, il y a un casque? Il y a un casque. Alors là, effectivement, aujourd'hui, pour l'initiation, on les équipe pas de casque parce qu'on ne fera pas la tête. Mais oui, bien sûr, on peut taper à la tête. Donc quand on est équipé, on est vraiment très équipé. C'est-à-dire casque, il y a au casque à bulles pour certains âges. On peut avoir le protège-dents. On a les avant-bras, le plastron, on a les mitaines.
On a la coquille et les tibias et puis même les pitaines. Donc vraiment c'est très très complet. Je peux essayer moi? Bien sûr. Alors comment on l'a dit hein? Alors coup de poing, allez-y. Voilà. Comme ça, et un coup de pied. Alors coup de pied, ça peut être de face. Comme ça. Voilà. Ça va, et comme ça. Voilà, j'arrive pas à lever. On lève le genou, on pivote et on ouvre la jambe. Alors pour finir, hein, on lève le genou, voilà. On pivote et la jambe. Et voilà. Oh là là, merci en tout cas. Merci beaucoup. Bravo. Bonne journée à vous. Mais si, j'ai gagné, t'as vu? Je suis pas blessé. J'ai gagné. Mais non, t'as gagné. T'as vu, comment on dit? Attends, moi je reçois un texto. Monsieur Paco, très bien votre émission. C'est la mairie de Paris. Oui. Et si vous pouvez rembourser la moquette avec vos chaussures. Non, j'étais à côté sur la petite pelouse. On n'était pas sur le tatami. On est respectueux des matériels. Là. Très bien. Médaille d'argent pour Marie Patouillet sur son petit vélo. Magnifique en contre-la-montre. Et la médaille d'or tout à l'heure pour Hugo Didier en natation. On a la chance d'avoir la première réaction du nageur français qui s'est imposé tout à l'heure dans sa catégorie aux 400 mètres S9. Tout simplement, là, à chaud, c'est quoi les émotions de ce que tu as vécu là, L'aboutissement, l'accomplissement. Après 3 deuxièmes places, ramener enfin une médaille d'or qui plus est la première de cette délégation tricolore, c'est beaucoup de choses. Je suis très fier, ému, parce que devant ce public-là, c'est quelque chose de grand, donc voilà, une très bonne chose. Il y en avait marre des deuxièmes places. Hein. Il y en avait marre, c'est ça, il fallait que ça s'arrête. Je suis très content que ça s'arrête. Le public, raconte-nous ce que tu as vécu aussi avec ce public. Le public, c'était totalement dingue. Avant la course, pendant la course, à la fin, c'était complètement fou. Qu'est-ce que tu attends de cette Marseillaise, le podium qui t'attend dans quelques jours? Franchement, j'en attends rien, je vais juste profiter du moment et on verra comment je l'aborde. Voilà. Cette course, raconte-la nous, parce que tu es parti, et tu le savais un peu prudemment, mais tu as réussi à faire ton retard. C'est clairement ma stratégie, je sais que je suis moins puissant que les autres, donc mon start il est moins bon et mon plan c'était vraiment de remonter sur les autres, d'attaquer aux 150 derniers mètres. Ça a été fait, alors, franchement on ne peut pas le faire, donc très content. Tu as pu savourer, là on t'a vu monter sur la ligne. Bien sûr, c'est la pression qui redescend un peu doucement, donc bien sûr que c'est que du kiff. Et c'est que le début? Et c'est que le début, il reste encore 3 finales pour les Français, oui. Il me reste encore 3 courses individuelles, donc on va essayer d'en chercher d'autres. Ça lance une dynamique. Tout à fait, pour l'équipe de France de paranatation et l'équipe de France en général. Merci beaucoup Hugo, on va le laisser monter sur le podium. Hugo Didier, c'est sa catégorie. En plus, c'est notre consultant, notre expert natation Nolan, qu'on peut retrouver maintenant. Il est peut-être encore connecté avec nous, j'imagine, parce qu'il attend les autres compétitions de la soirée. Hein, Nolan, on rappelle qu'il y a encore des médailles à chercher, que ce soit pour Hugo Didier pour la suite, ou ce soir Alex Portal dans quelques instants. Hein. C'est ça, il y aura Alex Portal au Sando S13 à 20h09. Et après, il reviendra demain pour le 100 mètres d'eau S13, pour lequel il est champion d'Europe en 2021. Enfin, en argent, pardon. Oui. Demain, on aura également Dimitri Grandjou au 100 mètres nage libre S4, qui fait sa première participation aux Jeux paralympiques, qui est triple champion d'Europe cette année à Funchal. Et Hector Denayer au 100 mètres brasse SB9, qui est vice-champion d'Europe à Funchal, vice-champion d'Europe du 100 bras cette année à Funchal, et médaillé de bronze à Manchester l'année dernière. Merci à toi, passez une très belle soirée, surveille bien les copains, demain on fera un bilan de natation tous ensemble. Merci d'être avec nous du fond du cœur, merci à nos experts d'être là, Nolan, Christelle pour le vélo, Johan pour le ski et les Jeux Olympiques à venir d'hiver, 19h56, il est là, notre stagiaire de l'été, même avant l'été, il était là, t'as vu, hein, presque. Hein. Et voilà, non, mais pour te dire qu'il l'abnégation et tout, et hier soir, il était en train de regarder avec nous la cérémonie d'ouverture, il a vu plein de gens célèbres, il a vu plein de très belles choses, et plein de photos sur les réseaux sociaux. C'est ton rôle pendant cette grande période de Jeux paralympiques. Jules, bonsoir à toi. Bonsoir à tous, oui, alors ton on top va 5. commencer, les top 5. Alors, avec un petit tweet, voilà, quand même, assez marrant. Avec écrit « On me dit à l'oreillette qu'il y a eu un raté à l'allumage de la flamme des Jeux paralympiques. » Donc là, on peut voir violent quand même ton histoire. Un peu violent, mais bon, ça peut en faire rire certains. Oui, moi ça m'a eu perso. Ça m'a eu un peu. Moi je trouvais ça assez marrant. Ouais, il avait la flamme, oui. Alors là, deuxième image, je pense peut-être que là, les gens l'ont vu hier, mais c'est Jackie Chan. Ah bah oui. Tiens la flamme olympique. Non, attends. Je m'élève en faux, c'est pas du tout Jackie Chan. C'est son sosie français. T'as pas reconnu ? Jérôme Armand. Mais oui. Il lève la jambe mieux que moi. Hein. T'as vu ? Il s'est pas blessé, lui. Non, d'ailleurs, Jackie Chan aussi, qui aujourd'hui a inauguré les para-taekwondo ce matin au Grand Palais. Avec les 3 coups. Et il a fait les 3 coups comme... Oui. Ah oui, j'ai pas vu ça. Oui, il a fait les 3 coups. Fabrice, ça existe encore ? Oui.
Tu avais une image, sans te couper, Jules, mais j'y repense maintenant parce que tu parles de taekwondo tout à l'heure. Je voulais en parler de Bob Fakong, qui était notre chance française aujourd'hui, qui était blessé juste 3 semaines avant les Jeux Olympiques, quoi, avec une blessure au ligament, qui n'a pas pu défendre ses chances, il était en repêchage, ça n'a pas passé. C'est un sport très très difficile. Top 3, donc il nous aura top 5, même puisqu'il nous en reste 3 de photos. Vas-y. Encore 3 là. La troisième, alors là, c'est encore une belle photo, l'obélisque, avec au-dessus la patrouille française qui laisse derrière elle les couleurs françaises. Magnifique. Alors, si on va un peu plus loin, on pourrait se dire que l'obélisque ressemble un peu à un crayon et que c'est elle qui a dessiné ces couleurs, à droite là sur le côté. Si on va un peu plus loin, mais sinon... globalement, cette photo, tu sais qu'il écrit des poèmes. Hein, ils ont mis la gomme. Hein. Ah, ils ont mis la gomme, joli. Et c'est pas bleu, blanc, rouge habituellement. On dépend dans quel sens, quoi. Ouais, je pense dans le mauvais côté. Le public devait être de l'autre côté. Hein. C'est bon, c'est terrible, terrible. Tout se perd, monsieur. Oui, vas-y. La 4e, voilà, encore une belle photo dans Paris. Évidemment, l'Arc de Triomphe décoré par les Agitos, les 3 virgules rouge, bleu et vert. Déjà sur la photo, même le ciel, regardez le ciel, c'est magnifique sur la photo. Normalement, ce genre d'image, on le voit plutôt en finale de Coupe du Monde ou quelque chose comme ça. Au Tour de France aussi, mais pas cette année, c'était à Nice l'arrivée. Oui, là c'était à Nice, et là, c'est à l'Arc de Triomphe de triompher justement pendant cet événement sportif. Donc là, pendant les Jeux paralympiques, et voilà, ça donne une superbe photo. Et il nous reste 30 secondes pour la dernière photo. Et la dernière photo, c'est un petit dessin qui peut à la fois faire rire, mais à la fois faire réfléchir la mairie de Paris, peut-être. Tu vois, c'est exactement ça. Ouais, un dessin de Chenu, avec écrit ici les épreuves, c'est toute l'année. Donc voilà, on voit une personne en fauteuil roulant qui veut descendre dans le métro, mais évidemment, il y a que des marches, donc ça m'a l'air un peu compliqué pour eux. Tout à l'heure. Merci à toi, Jules. Merci à toutes nos équipes. Au Superboss, merci à toi, Fabrice. À demain, Jérôme, pour un prochain défi. Étienne Bonamy. On salue encore une fois nos experts, Christelle, Nolan et Johan. Et notre spécialiste santé qui sera avec nous demain, Jessica Fallour. Merci d'être fidèle à Radio Sport. Il est 20h. Radio Sport.